La naissance du monde au Tibet par Ariane MacDonald. Voilà. Donc sur Rakuten, bon, il est en sale état, mais il est vieux ce livre. Ce livre coûte ni plus ni moins 75 € d'occasion. Bon, bref. Et je vais essayer de trouver la suite. J'essaie de me le dégoter en moins cher que 75 € parce que je suis folle de cette édition. J'aimerais connaître la suite. Alors, vous connaissez, vous, l'histoire du monde selon le Tibet? Moi, pas du tout. J'en profite pour faire un petit coucou à Rémi, à Tonton, avec qui je me suis engueulée au téléphone, parce qu'il veut que je sois coloc avec une conne, mais hors de question. Avec une nana qui... Laisse tomber. Bref, bien des influences, mais je le salue, salut Tonton. J'avais prévu déjà de faire des vidéos, mais tu m'as... Parce que j'ai encore changé de crèmerie. Mince, j'ai des traces de je sais pas quoi. Non, c'est bon. Mais voilà, tu m'as motivé à refaire des vidéos de lecture. Bien des influences se sont exercées à date ancienne sur le Tibet. Ah oui, pardon, je tiens à préciser aussi que comme maintenant j'ai un dentier d'handicapé, parce que pour remettre ma mâchoire qui est pétée en place, du coup, voilà, c'était un petit peu difficile. L'élocution m'était difficile. Mais on va dire que là... Ah merde, je dois tout recommencer. Non. Non, apparemment c'est bon. Non, c'est bon. Ah, c'est parce que je sais plus comment faire. Donc, je disais... Donc, il se peut, je vais faire un effort pour bien articuler, mais faire des vidéos avant était compliqué, parce que, voilà, c'était pas facile. Donc, je recommence. Bien des influences se sont exercées à date ancienne sur le Tibet. Celle de l'Inde est la mieux connue, sans doute. Mais on sait que la Chine, l'Iran et l'Asie... Non, c'est pas possible. J'ai mal... C'est pas possible. Bon, attendez, je vais faire un truc bizarre. Je vais enlever en entier. Et c'est super sexy, hein, ouais. Voilà. Ah, ça va mieux. Non, mais j'adore le porter maintenant, même si au début j'aimais pas. Mais c'est pas facile de parler avec un dentier, en fait. Je recommence. Bien des influences se sont exercées à date ancienne sur le Tibet. Celle de l'Inde est la mieux connue, sans doute, mais on sait que la Chine, l'Iran et l'Asie centrale ont également joué des rôles importants dans la formation historique des concepts religieux des Tibétains. Venus de l'extérieur, ces influences se sont mêlées ou surajoutées aux croyances des communautés diverses qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation tibétaine. Cela explique en partie pourquoi les traditions sur la création du monde tibétain et l'origine des hommes sont d'une telle diversité et d'une telle complexité. Un historien tibétain du XVIIIe siècle de notre ère remarquait déjà, avant de donner en 3 pages serrées une étude concise de ces traditions, au Tibet, il y a le Petit Tibet, le Tibet central, et le Grand Tibet, les provinces de l'Est, les Khams et l'Amdo. L'histoire de l'avènement des premiers êtres dans les provinces de Bus et Kang, du Petit Tibet de l'intérieur, est remplie de contradictions. Afin de rendre plus compréhensibles aux lecteurs les légendes traduites plus loin, il semble utile de les situer dès l'abord dans la perspective tibétaine relative à l'organisation du monde. Car les traditions dont j'aurai à parler s'expliquent en fonction du milieu tibétain qui les a sécrétées, acceptées, adaptées. Pour les Tibétains, le monde se divise verticalement en 3 étages. Ces étages sont peuplés par les divinités ou les démons, ils sont plus souvent l'un et l'autre. C'est intéressant, ils sont divinités et démons à la fois. Affectés au site,
maître et gardien du lieu auquel il s'identifie. En haut, dans le ciel, résident les La, les dieux blancs. En bas, dans le monde souterrain, les Klus, serpents bleu-noir. Au milieu, sur la terre bariolée, vivent les Gnianes, génies rouges des montagnes, les Psanes, jaunes des rochers, et les hommes. Ah, intéressant. Intéressant. Putain, je déteste dire intéressant, mais je deviens con avec l'âge. Cette division tripartite théorique du monde se retrouve dans toute une série de correspondances concrètes, depuis la configuration du pays et de la maison jusqu'à la personne humaine, chez qui l'ouverture mystique du sinciput est assimilée au trou de la fumée de la maison, lui-même appelé porte du ciel. Elle se concentre aussi dans des unités symboliques, le foyer, le héros, le tas de pierres au sommet des cols. En termes de paysage tibétain, l'étage supérieur correspond au ciel et aux glaciers, l'étage médian aux montagnes et aux forêts, l'étage inférieur aux vallées arrosées par les rivières. Ces trois étages du monde communiquent par différents moyens. L'arbre cosmique ou, comme nous allons le voir, la montagne. Cet axe vertical coupe en son centre un plan qu'occupe, sous forme de carrés ou de cercles concentriques, la maison, le temple, la capitale, le pays, les confins barbares, la terre entière. Le système cosmique indien de la montagne centrale Meru, flanqué de ses 4 continents, pourvu de gardiens aux 4 points cardinaux, souvent figurés en réduction dans les mandalas, constitue l'expression bouddhique de ce schéma indigène auquel il s'est parfois substitué. Or, il semble que l'on puisse, du moins pour les besoins de cet exposé, associer à chacun des 3 plans verticaux dont il vient d'être question, les traditions représentées par les légendes que j'ai traduites plus bas. L'histoire du premier ancêtre de la famille Rlangs, comme celle du premier roi ou du héros, se rattache à l'étage supérieur. Ainsi, Old Spurgyal, premier roi éponyme du Tibet ancien, fils du ciel, était venu de chez les dieux du ciel comme roi des hommes. Ce type de légende d'origine, le plus ancien pour ce qui est des sources datées, fait état d'une descente du plan d'en haut sur le plan médian, descente qui s'effectue sur une montagne. Oh, comme c'est original! La seconde légende, qui fait remonter l'origine des Tibétains à l'union d'un saint. Je tiens quand même à préciser que la couleur jaune est aussi la couleur de la terre pour les Chinois. La seconde légende, qui fait remonter l'origine des Tibétains à l'union d'un singe et d'une démone des rochers, recouvre, sous des dehors bouddhiques, comme des travaux récents l'ont montré, des données indigènes. Elle concerne l'étage du milieu, celui précisément où parmi les forêts et les rochers vivent les singes et les démons des rochers. Le troisième extrait, tiré de la version Bonne Peau, du livre pur des 100 000 serpents, fait intervenir le plan souterrain. Les serpents génies Klus, qui, dans d'autres passages de ce texte, jouent le rôle d'organisateurs du monde, sont ici assez puissants pour porter atteinte au pouvoir d'un créateur qui a commis la faute d'empiéter sur leur domaine. Ah, oui, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Ouh, c'est long. Non, ça va. Ça va, je vais tenir. Petite pause musicale. Je viens de recevoir les philosophes pré-platoniciens de Nietzsche. En fait, ce sont les cours de philologie qu'il donnait quand il était prof de philologie et qu'il était tout jeune. Et je pense que c'est le plus important de ce qu'a écrit Nietzsche. Cela dit, ne nous égarons pas. Ah, le premier ancêtre. Le texte traduit en premier lieu touche. Oui, en premier lieu touche. Entre autres choses. Ah, d'accord. Le texte traduit touche en premier lieu, entre autres choses, à l'origine du premier roi et à la question des 6 nains. Ah,
Il n'y en a pas 7, il y en a 6 en vérité. Ancêtres de tribus primitives tibétaines. Ce sont deux problèmes très difficiles. On tentera ici de situer le premier et de dire quelques mots du second à propos de la légende bouddhisée du singe et de la démone. Comme beaucoup de faits magico-religieux vus à travers des yeux bouddhistes, l'avènement du premier roi reçoit plusieurs types d'explications qui rappellent les degrés exotériques, ésotériques et secrets de certains rites lamaïstes. C'est ainsi que l'ouvrage intitulé Blonpo Bkatang, 14e siècle environ, distingue trois versions de l'événement. D'après la première, qualifiée de bouddhique ou ésotérique, le premier roi du Tibet serait lui-même fils d'un roi. Il faut entendre, je crois, d'un roi indien, car les historiens tibétains ont en effet tenté de rattacher leur premier roi à une dynastie bouddhique indienne sur laquelle l'accord ne s'est pas fait, bien qu'à partir de l'historien Buston, première moitié du XIVe siècle, les variantes soient stéréotypées. De même, une des traditions bouddhiques sur le peuplement du Tibet rattache les Tibétains à un général des Kauravas, Rupati, qui figure dans la grande épopée indienne du Mahabharata. Sur le point d'être vaincu, il se serait enfui à la tête de son armée, déguisé en femme, et se serait installé sur l'Himalaya. Les Tibétains seraient ses descendants, comme dans la version de l'arrivée au Tibet du roi Gnyakri Sanpo que nous allons voir. Il s'agit d'une tentative de rattachement de la dynastie tibétaine à une dynastie, d'ailleurs Tibet-Thèbes, c'est pareil, non? À une dynastie indienne pour des raisons de prestige. Les Mongols, pour une raison identique, se sont réclamés d'une dynastie tibétaine, au moyen de cette légende. Oui, mais vous dites n'importe quoi. Voici donc la version de Buston. Pourquoi les gens mentiraient-ils sur leurs origines? Très sérieusement. Hein? On prend jamais au sérieux les écrits, alors qu'avant, écrire un livre, c'était pas aussi fastoche que maintenant. Les gens, ils se prenaient pas la tête pour écrire un livre, c'était tellement laborieux, il y avait un tel besoin de ressources, il y avait tellement besoin de tuer plein de monde pour écrire un livre presque. Pourquoi les gens auraient-ils la nécessité d'écrire des conneries, quoi? C'est comme les Mérovingiens dont on a douté l'existence depuis longtemps. Pour certains, au moment où les Tibétains étaient tourmentés par les 12 roitelets des démons Bdud et Gnodesbiyin, le roi de Vatsala, Udayana eut un fils. Ses yeux se fermaient de bas en haut et ses doigts étaient palmés. Terrifié par l'apparition d'un enfant pourvu de telles singularités, il le déposa dans un coffret de cuivre, fermé par un couvercle, et le jeta dans le Gange. Un paysan le découvrit et l'éleva. Quand il fut devenu grand, on lui expliqua ce que je viens de dire. Peiné et mécontent, il prit la fuite dans les rochers de l'Himalaya. Il parvint graduellement sur la montagne des dieux, l'Ari Yolba, et descendit dans la plaine des rois aux quatre portes. Des bonnes peaux qui s'y trouvaient se dirent: puisqu'il est arrivé par la corde des Dmus, ou l'escalier des Dmus, c'est un dieu. Iha. Et ils lui demandèrent: qui es-tu? Un roi, dit-il. D'où viens-tu? Le garçon pointa du doigt vers le ciel. Comme il ne comprenait pas ces paroles, ils l'installèrent sur un trône de bois et 4 hommes le portèrent sur la nuque. Qu'il soit notre seigneur, dirent-ils, et on l'appela Gnyakri Btsanpo, le roi dont le trône a été porté sur la nuque. C'est le plus ancien des rois. La fin de ce récit rejoint le second type d'explication fournie par le Blonpo Bkatang, selon lequel, pour les Bonpo, le premier roi serait fils d'un dieu du ciel, Hiha. Cette version paraît se présenter comme la descente d'une divinité du ciel sur terre au moyen de cet escalier des Dmus, ou de cette corde des Dmus qu'on associe en effet avec les Bonpo. Cette tradition se distingue mal de la troisième, la plus secrète, celle qui fait de Gnyakri Sanpo le fils d'un Tehurang et un dieu tombé du ciel. Il est possible que ces deux versions distinguent entre les Hiha des 9 ou 13 étages du ciel. Toujours est-il que Sumpam Kanpo, bouddhiste orthodoxe comme on peut le voir,
mêle ces deux traditions dans le raccourci que voici. D'après la doctrine secrète des Tehurang, il est dit qu'il, le premier roi, est arrivé du pays d'Hermu. Les Bonpo disent qu'il est tombé sur la montagne des dieux reliée à la corde des Dmu, etc. C'est parce que les Bonpo aiment le ciel qu'ils disent qu'il est descendu du ciel, mais c'est une faute d'ajouter foi à ces hérésies. Pour en revenir à la version la plus secrète, elle paraît se ramener aux éléments suivants d'après le Blonpo Bkatang. Au ciel, la reine Gung Rgial, oh, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser aux Anunnaki, du pays Spu, donne naissance à 9 enfants, Tehurang. Gnyakri Psanpo descend du plus jeune de ceux-ci. À cette époque, le Tibet est en proie aux querelles intestines de ses roitelets, tout en étant menacé par ses grands voisins, dont la Perse, la Chine et l'Inde. Les notables tibétains se réunissent pour élire un roi. Un dieu leur conseille d'inviter Gnyakri Psanpo, le fils du ciel, apparenté au Dmu par sa mère, qui demeure au 5e étage du ciel. Mais Gnyakri Psanpo crée des difficultés et n'accepte finalement de se rendre sur terre qu'à la condition de recevoir 10 objets magiques des Dmu. La fin de ce récit manque, mais on suppose qu'il arrive sur la montagne de la vallée de Yarklungs, où il est accueilli par les Tibétains, comme on l'a vu plus haut. Avec la version du Rgyalpo Bkatang, XIVe siècle, c'est la partie concernant les rois des 5 catégories de préceptes, tandis que le Blonpo Bkatang se rapporte au ministre, on est en présence d'un thème qui apparaît aussi bien dans un manuscrit découvert dans une grotte d'Asie centrale, à Tueng Ang, donc antérieur à 1036, que dans le Po Tipseru. Le fils des dieux est ici appelé Oldespurgyal. Avant sa venue, le Tibet aurait été gouverné par les divinités des montagnes, de la terre et du souterrain, puis par une série de personnages mi-tribaux, mi-démoniaques, dont le caractère exact m'échappe. Enfin, à l'époque des dissensions entre les 12 roitelets du Tibet, Oldespurgyal, le fils du ciel, traversant les 9 couches atmosphériques, les 9 étages du ciel, parvient sur la terre. Arrivé à ce point, le texte interrompt la narration pour donner la généalogie de ce dieu incarné.